Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche en politique. Cette semaine, on passe en revue l'actualité en région Centre-Val de Loire. Nous sommes à la gare d'Orléans avec nos trois invités. Bonjour. Philippe Adef, journaliste et rédacteur en chef de la Tribune Hebdo à Tours et à Orléans. Pierre Allaurent, politologue et doyen de la faculté de droit et de gestion d'Orléans. Et Mourad Guichard, journaliste indépendant, correspondant en région pour Libération. Alors, plusieurs chamboulements touchent la scène politique depuis quelques jours. On commence avec la succession de Serge Babary à Tours. Mourad Guichard, avant même son élection comme sénateur, on peut le dire, la guerre était ouverte à Tours. Ah oui, elle était tout à fait ouverte, et tout à fait ouverte dans un contexte particulier, puisque les électeurs de droite et du centre n'imaginaient pas qu'il y aurait une telle lutte fratricide sur un enjeu qui est vraiment très léger, puisque c'était normalement acquis à la droite, et il y a eu effectivement ces deux tensions entre deux fortes personnalités, sachant que Boucher avait, le centriste Boucher avait au moins l'honnêteté de dire de ne pas faire mystère de son envie de carriériste local. Oui, Philippe Adef, en effet, l'ambiance était devenue totalement délétère. Oui, et surtout, elle a permis de mettre en lumière finalement ce qui se passait dans les couloirs avant même évidemment le départ de Serge Babary. Et qui plus est, Christophe Boucher n'était pas le favori, puisque Xavier Datteux était parti très vite en campagne dès que l'annonce, et même d'ailleurs dès la candidature de Serge Babary au sénatorial. Et c'est vrai que la tension est montée très fort, et la majorité s'est véritablement scindée en deux. Oui, on le rappelle, 3 prétendants, 2 finalistes et un vainqueur. Christophe Boucher, nouveau maire de Tours, élu 30 voix contre 15 pour Xavier Datteux mardi dernier. Vous avez suivi un petit peu cette bataille, Pierre Allaurent ? Oui, alors c'est vrai que c'était une bataille un petit peu attendue, mais pas avec cette violence. Et il se trouve que le paysage est complètement fragmenté, le paysage politique national, et puis on le voit dans les départements et même dans les municipalités. Donc probablement que cela préfigure les municipales de 2020. Si on prend le cas de Tours, on sait que la gauche est très éclatée aussi, que les héritiers de Jean Germain et puis les frondeurs se sont beaucoup disputés. On va en reparler, on va aussi reparler de cette soirée décisive. Exactement. Mais avant cela, je vous propose de revenir sur le parcours du nouveau maire de Tours avec Flavien Texier. Christophe Boucher est un touche-à-tout. Journaliste, homme d'affaires, politique, à bientôt 55 ans, ce Tourangeau de naissance a plusieurs cordes à son arc. Sa carrière débute au groupe La Nouvelle République. Il collabore ensuite à l'AFP, puis au Nouvel Observateur. Passionné de sport, il écrit plusieurs livres, notamment sur l'Olympique de Marseille. En 2002, il devient actionnaire puis président du club phocéen. Le sport, le business, deux univers importants pour comprendre sa trajectoire. En 2011, après 2 années passées à la vice-présidence du Tours Football Club, il prend du recul pour se lancer en politique. Proche de Jean-Louis Borloo, il se présente alors aux législatives de 2012 sous l'étiquette du Parti radical, mais réalise un très faible score. Ce qui ne l'empêchera pas de faire son entrée dans le cercle politique local et de se placer comme l'un des acteurs de la recomposition de la droite et du centre droit en vue des municipales de 2014. À l'époque, Serge Babary devient le nouveau maire de Tours et Christophe Boucher, son adjoint, au tourisme et au rayonnement. Et la suite, on la connaît, Philippe Adef. Vous avez assisté mardi dernier au conseil municipal. Alors, comment ça s'est passé ? Alors effectivement, d'abord grosse tension, puisqu'on sortait d'abord de 2 premiers scrutins qui s'étaient déroulés en interne de la majorité municipale, qui s'étaient soldés par une égalité parfaite, 20-20, Xavier Datteux et Christophe Boucher, qui finalement passent au bénéfice de l'âge. Xavier Datteux qui 2 jours plus tard décide de finalement présenter néanmoins sa candidature en évoquant un vice de forme. Et puis le scrutin arrive très vite. Et le scrutin ne fait pas défaut à Christophe Boucher, qui avait eu le soutien de Serge Babary. 30 voix pour Christophe Boucher, 15 pour Xavier Datteux, et 3 voix qui ne viennent pas de la majorité, ce qui va générer quand même quelques commentaires dans les semaines qui viennent. Pierre Allaurent, la droite tourangelle, on peut dire qu'elle est affaiblie aujourd'hui ? Manifestement, Monsieur Boucher n'a pas fait le plein, il n'a pas fait l'unanimité. Et puis son parcours, qui nous a été rappelé ici, est assez atypique également. Voilà, les affaires, même s'il y a déjà à Tours Monsieur Briand qui connaît les affaires dans tous les sens du terme. Et puis le football, à un moment où le FC Tours va très mal. Alors peut-être que c'est l'espoir des Tourangeaux de remonter un peu au classement de la Ligue 2. Mais sinon, il est sûr que les municipales de 2020 s'annoncent extrêmement
extrêmement tendu. On a beaucoup de voilà. sujets à traiter. Hein. Allez, on passe tout de suite à ce deuxième sujet d'actualité. Les élus républicains qui se lancent dans la région derrière la France audacieuse de Christian Estrosi, Olivier Carré, maire d'Orléans, et Gilles Averrousse, le maire de Châteauroux, qui s'est exprimé récemment sur le sujet. On l'écoute. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre vraiment une révolution dans le fonctionnement des institutions, c'est-à-dire que le non-cumul des mandats fait qu'un maire, un président de département, un président de région ne peut pas être parlementaire, donc ni député ni sénateur, et que pour la contribution au débat public, pour la reconnaissance des problématiques du terrain, c'est un vrai souci. Donc la vocation de la France audacieuse, c'est vraiment d'additionner ses compétences locales pour porter une voix des maires de droite et du centre. Je dis bien de droite et du centre parce qu'ils ont une spécificité sur le débat national. Alors Philippe Adef, on l'a entendu, hein, l'objectif du maire de Châteauroux est clair, se faire entendre. Oui, et Olivier Carré l'avait déjà annoncé, après les législatives, il fallait trouver un autre moyen de communiquer avec le gouvernement, d'avoir un discours et de porter un message. Je n'avais pas imaginé que ça se passerait de cette manière-là, parce qu'il existe quand même déjà des structures qui regroupent les maires des grandes villes ou les maires des villes moyennes. Et donc effectivement, on n'imaginait pas qu'un mouvement allait être porté, d'autant plus que Orléans Métropole a une voix qui est beaucoup plus entendue par le gouvernement qu'effectivement des villes comme Châteauroux, par exemple. Mourad Tchar, c'est une aubaine pour le maire de Châteauroux, ce nouveau mouvement? Bah écoutez, j'ai écouté avec étonnement sa charge contre le non-cumul des mandats. Hein. C'est quand même de ça dont il s'agit dans le fond des choses. Une chance, oui, de se faire entendre. Alors, pour arriver à quoi? J'avoue que j'ai encore du mal à lire. Hein. C'est tout neuf. Un tremplin? Un tremplin peut-être, mais je suis très surpris par la position du coup d'Olivier Carré qui se rapproche de Christian Estrosi. On pensait qu'en prenant une distance avec les Républicains, il allait se recentrer. Là, en fait, il va vers un groupement de gens qui sont connus pour être plutôt très à droite. Je suis très surpris. Pierre Laurent, vous en pensez quoi, vous, de ce mouvement qui aimerait peser dans la droite et représenter les territoires? Il a une chance de survie, ce mouvement? Oui, parce que l'analyse de départ est assez juste. Hein. Alors, effectivement, pas forcément la critique de la limitation du cumul des mandats, mais le fait qu'ils ont besoin de porte-parole, de porte-voix. Et effectivement, les associations que Philippe évoquait, elles sont transpartisanes, donc ça ne correspond pas à leur volonté. Mais c'est vrai qu'idéologiquement, il y a un flou, puisqu'entre Olivier Carré, qui était proche de Bruno Le Maire, et puis Gilles Averrousse, très proche de Guillaume Pelletier, il y a quand même un grand écart. C'est le grand écart, oui, tout à fait. En France, 20 maires de droite et du centre ont lancé ce mouvement la semaine dernière. Ils assurent que ce n'est pas un parti politique. Mourad Tchar, c'est compatible, républicain et audacieux? Oui, c'est aussi compatible qu'ambitieux. Hein. On pense à ce mot-là, on le voit clignoter en disant audacieux. Il y a derrière une volonté personnelle de chacun de ces maires à vouloir compter dans le futur paysage dont on ignore, un peu comme au début d'Internet, dont on ignore ce que sera demain, de quoi sera faite demain la politique française, la vie politique française. Donc il profite de cette brèche, comme un certain Emmanuel Macron en a profité il y a 1 an et demi de ça. D'ailleurs, le terme révolution est employé par Gilles Averrousse. C'était le titre, on s'en souvient, de l'ouvrage d'Emmanuel Macron. Si c'était que la foudre ne tombe jamais 2 fois au même endroit et on ne refera pas le coup de Macron, je suppose. Mais en revanche, c'est une bonne position d'attente. On pèse sur le débat sans pour autant, j'allais dire, s'investir de façon partisane. On voit venir. Et peut-être qu'effectivement, c'est une position enviable. Oui, mais après, les constructifs, les audacieux, alors est-ce que ce n'est pas une fracture de plus, Pierre Laurent, dans cette droite qui est totalement dispersée déjà? Fracture, pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a un positionnement qui est un peu compliqué, puisque on sait que, par exemple, Olivier Carré n'est plus membre des Républicains, Gilles Averrousse l'est. Donc, comment se situe ce mouvement? Il y a beaucoup de choses, effectivement, qu'il faudra clarifier très vite. Pour l'instant, c'est plutôt quand même le Minitel qu'Internet. Hein. Allez, on change de sujet. Cette fois, au Front National, dans le Loiret, on l'a appris par communiqué, Charles de Gévigné, le secrétaire départemental du Front National, a démissionné le 1er octobre dernier. Raison invoquée par convenance personnelle. Philippe Adef, on doit lire des choses entre les lignes, convenance personnelle? Il faut lire plusieurs choses. D'abord que le secrétaire départemental n'est pas le seul à démissionner, mais que l'ensemble du bureau l'a fait. C'est peut-être ça qui est peut-être le plus troublant. Et puis se souvenir également que de Gévigné n'est pas un historique, c'est pas un vieux militant du Front National, il est arrivé il y a peu. Il est arrivé immédiatement au bureau national et c'est en venant du bureau national qu'il est venu, entre guillemets, mettre de l'ordre dans la fédération du Loiret. Parce que là, en revanche, les pro-Jean-Marie Le Pen étaient légion, il y avait effectivement un canal historique qui était bien implanté et il a fait effectivement le ménage pendant ces 2 ans et demi de mandat en tant que secrétaire départemental. Après la succession des mauvaises nouvelles sur le plan électoral, la fatigue probablement
probablement parce que l'année 2017 a été particulièrement éprouvante, notamment pour ceux qui sont à l'organisation de ces partis au niveau départemental. Je pense que tout est lié et en revanche, l'affaire Philippot n'a rien à voir avec le départ de M. de Gevigney. Oui, et puis une démission pour motif personnel de tout un bureau, ça fait peut-être un peu beaucoup, Mourad Guichard. Oui, c'est comme les gens qu'on démissionne. Je sais pas, honnêtement, je ne peux pas, à titre personnel, remettre en cause ou pas la véracité de cette motivation. Simplement, de facto, si on regarde sur les dernières années, le Front National qui a ratissé très très large un peu partout, y compris dans les conseils municipaux, se retrouve effectivement avec des gens qui démissionnent en bloc ou qui démissionnent de manière répétée. Là, je pense qu'il y a peut-être, alors Philippe le disait, mais il y a peut-être effectivement une lassitude, une fatigue, mais aussi peut-être une absence de perspective. Parce que l'enseignement de la présidentielle de 2017, c'est quand même ça, c'est que Marine Le Pen n'est absolument pas prête à gouverner, peut-être même ne le souhaite-t-elle pas, et je ne pense pas qu'on ait envie de s'investir comme ça dans un parti et dans un personnage, une personnalité aussi forte que Marine Le Pen si on ne voit pas le bout du tunnel. Puis la part de vérité, je pense, de M. Gevigney, c'est qu'effectivement, il avait de vrais espoirs de percer aux législatives, une vraie chance dans sa circonscription. Malheureusement pour lui, ça ne s'est pas passé comme cela. Et puis effectivement, le Front National aujourd'hui est très affaibli et surtout désorganisé. On revit 20 ans après, effectivement, la sécession de Bruno Maigret et de son équipe de cadres. Oui, après, il y a un choix de M. de Gevigney qui est pas absurde, c'est le timing. On va avoir 3 années de calme au plan des élections. Ça veut dire que celui qui lui succédera et qui mettra en place son équipe aura un petit peu de temps de s'organiser. Je pense que c'est aussi une des raisons qui font qu'il a choisi ce moment pour le faire. Et ça rentre un petit peu en confrontation avec la problématique Philippot-Le Pen, alors qu'on sait qu'il est très proche de Marine Le Pen et que c'est un de ses fidèles supporters. D'ailleurs, il ne part pas du Front National et il reste toujours élu au Conseil régional. Votre avis, Mourad Guichard, là-dessus ? Oui, non, je suis assez d'accord avec ça. Il y a un côté, on a envie de penser que derrière se trame quelque chose, peut-être, mais c'est peut-être beaucoup plus simple que ça. Et c'est l'avis d'un parti qui est arrivé second à la présidentielle, mais avec tous les défauts que ça peut avoir derrière. Ils se sont normalisés au moins dans l'exercice dans la vie politique. Et c'est un parti finalement comme les autres, même s'il veut donner l'impression de ne pas être comme les autres, mais il a ses mêmes vicissitudes, il a ses mêmes combats internes. Et je trouve que c'est une illustration parmi d'autres de ce que ça peut donner comme résultat comme celui-ci, cette démission surprise. Le Front National se porte mal Oui, à l'évidence. Il n'a pas percé le plafond de verre et surtout, il a perdu énormément en crédibilité, au plan national comme au plan local. Rappelons-nous quand même que malgré d'excellents résultats, pas un seul département n'a basculé, pas une seule région, alors qu'on lui en promettait une ou deux. Et puis, évidemment, le scratch, l'accident industriel de l'entre-deux tours pour Marine Le Pen. Ça laissera des traces, y compris dans l'électorat. Alors, Marine Le Pen, qu'on attend justement en Sologne le 18 novembre prochain, c'est un rendez-vous à enjeu ? Un rendez-vous en tout cas pour les fédérations, notamment pour celle du Loiret, qui a connu quand même une croissance relativement conséquente de ses soutiens et de ses militants, notamment grâce au travail qu'a fait M. de Gevigney à la fédération, parce qu'il a effectivement abattu beaucoup de travail, abattu beaucoup de têtes dans l'intervalle. Et on peut dire qu'effectivement pour eux, ça va être l'occasion de resserrer les liens. Ils en ont bien besoin parce qu'effectivement le trouble est en place au sein du Front National. À présent, on passe à un autre dossier important qui ressurgit dans l'actualité politique. Elle a ressurgi au début du mois, la fusion entre l'Indre et le Cher pour créer un seul et même département, le Berry. Une proposition lancée comme un pavé dans la mare par 2 vice-présidents berrichons PS, Dominique Roulet et Philippe Fournier. Pierre-Laurent, avant de débuter sur cette thématique, avant de rentrer dans le cœur du sujet, c'est possible en France de fusionner 2 départements ? Oui, ça a failli se faire d'ailleurs en Alsace, mais on se souvient que le référendum avait échoué. Et puis ça va se faire très bientôt en Corse. Alors c'est un cas un peu particulier, la Corse, qui n'est pas la Catalogne française, mais on sait qu'en Corse, 2 départements vont disparaître pour donner lieu à une collectivité territoriale unique. Donc oui, c'est possible. Après, il y a une vraie structuration, c'est-à-dire que le Berry, d'abord, ça a du sens. Je me souviens... Oui, c'est plus qu'un territoire, ça peut devenir un département à part entière. Oui, tout à fait. Et puis, il y a une problématique liée aussi à l'axe ligérien. On ne sait pas quelles seront les relations que vont avoir la mairie de Tours, enfin les métropoles de Tours et d'Orléans dans les mois à venir avec les changements à la tête de la mairie de Tours. Mais néanmoins, c'est un axe fort. L'Indre et le Cher, s'ils laissent partir l'axe ligérien, vont perdre en dynamique. Ce sont déjà des petits départements. En se regroupant, ils ont peut-être une chance d'exister dans la région.
Oui, puis des exemples de coopération entre les deux départements, il en existe déjà. Je pense au très haut débit, à l'aéroport, à la RN 151. Vous en pensez quoi, vous, Mourad Guichard? Bon, pour moi, c'est une suite logique des choses. Enfin, je ne vais pas redévelopper ce que disait Philippe Adef, mais effectivement, ils ont tout intérêt à faire ça d'une part. Et d'autre part, ce n'est pas ex nihilo, hein, ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Il y a quelques années de ça, ils avaient créé une espèce de club des départements pauvres. Il y avait le Cher, il y avait l'Allier, l'Indre et je ne sais plus quel autre département. Et la Creuse. La Creuse. Et donc, ils avaient créé une espèce de club pour essayer de se faire entendre et en jouant quasiment sur le côté pauvre et complètement à la ramasse. Et ça a plutôt marché. Donc, que là, ils continuent dans la logique en allant jusqu'à reprendre cette identité forte qu'est le Berry, ça me semble tout à fait, c'est une carte à jouer, me semble-t-il. Oui. Il y a un vrai défi, c'est-à-dire que ce sont deux départements, on le sait, démographiquement en dépression, hein, économiquement avec un grave problème d'attractivité que tu soulignais. Donc, coopérer, effectivement, ça va dans le bon sens. Et puis, on rebat les cartes qui avaient été établies par la Révolution française, où déjà la question s'était posée, est-ce qu'il fallait un département autour de Bourges, un autour d'Issoudun ou un seul, le Berry, la province historique du Berry? Mais alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un département qui serait perdant par rapport à l'autre? Je pense à l'Indre, qui est faiblement endetté en particulier. Non, je pense pas. Et puis, moi, ça me rappelle le Berry, le retour des vieilles provinces dont parlait, dont M. Pelletier parlait pendant les élections régionales. C'est vrai que le Berry, ça a du sens. Et ils ont tous deux des atouts, notamment sur le plan économique. Alors, effectivement, peut-être que l'Indre est un petit peu en retrait, mais néanmoins, ils ont tout intérêt à se regrouper, que ce soit par une fusion, effectivement, mais aussi peut-être aussi par des regroupements, des mutualisations. En tout cas, la fusion de ces deux départements a véritablement un sens économique, d'attractivité et, j'allais dire, presque historique. Pourtant, la contestation sur le bien fondé de cette proposition est très vite arrivée. Les réticences sont fortes. Pas besoin de fusionner pour travailler ensemble. C'est l'idée que défend le président du conseil départemental de l'Indre, Serge Descoux. On l'écoute. Si vous aimez le Berry, les deux départements, et je ne doute pas que Roulet et Fournier soient très attachés au Berry, nous attendons les preuves d'amour. Et donc, on a fait 5 propositions très fortes, en disant si vous nous aidez sur ces 5 points-là, rassurez-vous, il y aura des jours meilleurs pour ce qui concerne le département de l'Indre et du Cher. Nous travaillons en bonne intelligence. Nous avons d'autres idées de mutualisation, de coopération avec ce département. Je crois l'effet improvisé de nos 2 vice-présidents ont eu pour conséquence de resserrer, de retisser les liens encore un peu plus fort. Et je trouve ça que c'est extrêmement réjouissant. Alors, mutualisation et fusion, c'est pas la même chose, hein, Mourad Guichard. Non, c'est pas la même chose parce qu'il peut y avoir auprès de la population un problème d'identité qu'ils ont voulu préserver de façon à pas laisser imaginer que l'un ou l'autre allait complètement disparaître du paysage. Et surtout, c'est fait de manière, je trouve, assez positive. Il y a quelques années de ça, on avait eu des espèces de chantage, notamment, alors je crois que c'était l'Eure-et-Loire qui menaçait de fusionner avec l'Île-de-France. Il y avait eu une série, le Loiret aussi avait tapé du poing sur la table. Là, c'était vraiment de la stratégie politicarde. Là, j'ai moins l'impression que ça. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de positif qui peut aboutir à des économies d'échelle et à une reconnaissance un peu plus formelle que c'est le cas aujourd'hui pour 1 + 1 département. On se souvient que l'Eure-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret ont aussi entrepris beaucoup de mutualisation. Apparemment, aujourd'hui, c'est un peu retombé. Donc, quand on ne franchit pas le cap institutionnel, ça dépend beaucoup des personnes, des leaders, des présidents de conseil départemental en particulier. Ça peut retomber après. Alors que, si le cap est franchi, il y a une sorte d'effet cliquet. Après, effectivement, il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est que les 2 principaux instigateurs sont tous 2 des vice-présidents du conseil régional, dont l'un qui est à l'aménagement du territoire, l'autre au transport. Ça a quand même du sens quand on veut fusionner 2 départements. Et on peut imaginer que tout ça n'est pas anodin et que ce soit 2 vice-présidents aussi importants de l'exécutif qui entament cette démarche. Alors, c'est pas anodin, mais il y a déjà eu d'autres tentatives. Je pense en 1985, justement, pour rapprocher ces 2 départements. Ça n'a pas abouti. Alors, est-ce que vraiment ça pourrait se faire? Là, je pense qu'il y a une fenêtre de tir, effectivement, comme on dit, puisqu'il y a en préparation à la région les schémas régionaux d'aménagement durable du territoire. Et on voit bien qu'effectivement, tu citais les transports, enfin la mobilité plus globalement et l'aménagement du territoire, c'est bien là que le bas blesse. Il suffit d'aller une fois de Bourges à Châteauroux, non pas en chemin de fer, puisque ça n'existe pas, mais par la route, pour bien voir qu'il y a un souci. Aujourd'hui, dans tous les domaines, pour un domaine que je connais mieux, le domaine universitaire, on ne peut pas coopérer entre Bourges et Châteauroux. Il n'y a pas de lien.
Et est-ce que ce n'est pas aussi une porte ouverte, on en parlait tout à l'heure, pour d'autres départements? Pourquoi ça ne se fait pas plus souvent? Il est clair que, par exemple, si ça se fait, ça posera la question, par exemple, à mon sens, de la survie du Loir-et-Cher et de la position de Blois dans la région. Entre les deux métropoles qu'évoquait Philippe, il va y avoir une très forte pression, parce que quelle est la stratégie de Blois et du Loir-et-Cher au sein de l'axe ligérien entre les deux métropoles? Oui, puis il y a une question de poids, les deux départements. Merci messieurs pour cette analyse. On a d'autres sujets à traiter, je vous l'ai dit, l'actualité est riche. Je vous propose à présent de nous intéresser aux mouvements sociaux. Alors grève des fonctionnaires, des cheminots, dans l'audiovisuel public, même les policiers descendent dans la rue. Chaque semaine, ou presque, depuis la rentrée, les Français se font entendre plus ou moins, Mourad Guichard. Alors le mouvement s'essouffle, ou est-ce qu'il va perdurer? Là, pour l'instant, il s'essouffle très clairement. On aura peut-être, il faudra regarder les chiffres de la grève de jeudi dernier, mais je n'ai pas un sentiment de mobilisation forte. J'entendais Martinez, le patron de la CGT, dire qu'il fallait maintenir la flamme en l'état. Je ne crois pas qu'on en soit là. Face à la contestation, je trouve que la réponse et l'absence d'unité syndicale est absolument terrible. Et ça se ressent du coup dans le moral des salariés et dans l'envie très relative d'aller perdre une journée pour marcher dans la rue pour rien. Donc tant qu'il n'y aura pas cette unité syndicale, tant qu'il n'y aura pas une vraie réflexion, d'autant que, comme l'avait justifié et souligné un syndicaliste il y a très peu de temps, et j'ai oublié son nom malheureusement, mais les premières cibles sont effectivement les salariés, les premières cibles de Macron sont les salariés les plus pauvres, les plus précarisés. Ça devrait mobiliser et ça ne marche pas. Et tant que ça ne marchera pas, on ne pourra pas miser dessus. Oui, il n'y a plus que la fonction publique qui réussit à mobiliser, Pierre-Laurent. Oui, la grande crainte du gouvernement, c'était que la mayonnaise prenne, et en particulier avec les jeunes. On sait bien que c'est toujours la crainte d'un pouvoir, avec les étudiants. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais il faut être très prudent parce que la question en particulier des prérequis, du remplacement du système APB qui a beaucoup mécontenté les familles et les jeunes, et donc de la question finalement de la sélection à l'entrée de l'université, là, peut effectivement donner du grain à moudre au mouvement social. Pour l'instant, effectivement, ça s'essouffle très nettement. Moi, je mettrais même ça en parallèle avec un autre fait marquant des dernières élections, c'est l'abstention. On sent bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie difficulté à mobiliser, quel que soit d'ailleurs le mode opératoire. Là, le code du travail était quand même un acquis important. Tout le monde pensait qu'effectivement la France allait se soulever, et on se rend bien compte qu'effectivement, là, la CGT, la France Insoumise, tous ceux qui ont essayé de mobiliser les Français n'y sont pas parvenus. Peut-être sont-ils un petit peu lassés, et surtout ont-ils peur de ne pas être entendus. Oui, et puis Emmanuel Macron, justement, l'a dit, il sera, je cite, d'une détermination absolue. Il ne cédera rien, ni aux fainéants, ça fait beaucoup parler, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Mourad Guichard, est-ce que c'est pas aussi ça? C'est peut-être l'espoir de faire plier le gouvernement qui s'amenuise? On n'arrive pas de nulle part. En même temps, il y a eu le phénomène Sarkozy, avec son appréhension de la grève comme étant quelque chose d'indolore quasiment. Enfin, la rue peut continuer à y aller, personne ne verra rien. Voilà, on verra pas les grévistes. Là, rebelote, comme vous le dites, que Macron a été très clair en disant je bougerai pas, je vais réformer quoi qu'il arrive. C'est évidemment démotivant, surtout qu'il y a l'expérience des retraites, où il y a eu des semaines de mobilisation et qui n'ont abouti absolument à rien. Donc au bout d'un moment, et Philippe a raison aussi sur l'aspect des abstentionnistes qui sont de plus en plus nombreux, effectivement, c'est pas le cadre idéal pour une mobilisation de masse. Le pari du président de la République, effectivement, c'est quel que soit le niveau de la contestation, ce que les Français lui seront gré d'avoir fait, c'est d'avoir tenu ses promesses. Alors bon, on verra à la fin, on verra dans 5 ans. Mais effectivement, voilà, surtout que effectivement, on a vu qu'au premier tour des élections présidentielles, c'était plutôt un électorat de centre-gauche qui l'avait soutenu. Au second tour, évidemment, un électorat beaucoup plus divers, et en particulier avec, disons, la droite jupéiste. C'est cette droite jupéiste, je pense, qui ne veut pas décevoir, donc il reste droit dans ses bottes, comme disait le bel Alain. Mourad Guichard, est-ce que le pouvoir rassembleur des syndicats est-il toujours aussi puissant, en particulier dans la région? Alors ça dépend de quel secteur on parle. Sur la SNCF, les cheminots eux-mêmes reconnaissent que c'est très difficile, que d'abord il y a plus forcément la même culture d'entreprise, puisque des jeunes arrivent, des jeunes qui sont souvent précarisés, des jeunes qui sont de la sous-traitance et ainsi de suite. Du coup, on ne peut pas dire qu'on est dans la même situation. Il y a une chute vertigineuse du nombre de cheminots. Ne serait-ce que ça joue évidemment sur la mobilisation, mais on n'est plus du tout dans la même logique qu'il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Même dans le service public, c'est très difficile. Il
le reconnaissent eux-mêmes lorsqu'on leur pose la question. Il y a un éclatement du salariat, donc avec des statuts effectivement très différents, avoir une lutte solidaire, c'est très compliqué. Alors on va se quitter dans quelques instants. En bref, on va essayer de parler très rapidement du plan Macron pour sauver l'agriculture. Il a été détaillé le 11 octobre par le chef de l'État. L'appel de Rungis, à votre avis, est-ce qu'il va apporter de vraies réponses au monde paysan, sachant que dans la région, on est vraiment touché par cette économie agricole, hein? C'est une question très importante, mais Emmanuel Macron n'est pas un novice, contrairement à ce qu'on pense sur la question. Moi, je me souviens de conversations que j'avais eues avec Xavier Belin, où il me disait qu'Emmanuel Macron était très au fait de ces questions au niveau économique. Mais évidemment, ce qui n'est pas encore tranché, il y a une sorte de double discours du gouvernement aujourd'hui, hein. Est-ce que c'est la ligne Hulot ou est-ce que c'est la ligne du ministre Travers ? C'est pas la même à l'évidence, il va falloir là aussi sortir de l'ambiguïté. Il est urgent de rééquilibrer les relations commerciales entre agriculteurs, industriels et distributeurs, Philippe Adef? Oui, je crois que c'est essentiel. On sent bien, effectivement, prenons par exemple l'exemple du beurre. On se rend compte que le beurre est actuellement un petit peu en difficulté, on manque de stock, mais il a augmenté en Allemagne, par exemple, de 35 ou 36% dans les grandes surfaces, seulement 12% en France. On sent bien que même quand il y a une situation de pénurie dans un produit, la grande surface arrive à verrouiller le producteur. Alors imaginez quand il y a pléthore. Oui, Mourad Guichard, alors il y a un nouveau dispositif inversé qui a été mis en place. Désormais, ce serait aux producteurs de proposer un contrat aux industriels. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est faisable en France? Oui, c'est faisable. Il y aura des réticences, évidemment. Elles ont déjà vu le jour. Simplement, jusqu'où va-t-il aller? Ça me fait penser un petit peu aux 5 € des APL qui seraient répercutés sur les loyers. Jusqu'où peut-il aller pour imposer aux filières? C'est la question que je me pose techniquement. Et pratiquement, si on s'arrête uniquement à cette question de la rémunération, qui est très importante, mais si on s'arrête uniquement à ça et qu'on ne remet pas à plat, notamment les aides en cas de crise systématique et j'ai presque envie de dire systémique, on ne fera pas avancer l'agriculture française et encore moins l'agriculture européenne. Alors, est-ce que la région devrait miser sur autre chose que l'agriculture, la région Centre-Val de Loire, à votre avis? Ça va être très compliqué. D'abord, historiquement, c'est certain, mais surtout quand on voit le nombre de surfaces agricoles qu'il y a sur la région. Non, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à prendre, qui est déjà en cours, hein. On voit bien déjà que les circuits courts sont en train de se généraliser, notamment au niveau des collectivités. Donc il y a une avancée qui devrait profiter aux producteurs locaux, aux agriculteurs locaux, et c'est peut-être une piste à suivre. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à vous trois d'avoir réagi sur cette actualité très riche. On l'a vu. Pour revoir Dimanche en politique, notre site internet cvdl.france3.fr. Dimanche prochain, nous nous intéresserons aux campagnes hivernales des associations d'entraide de la région Centre-Val de Loire. C'est la fin de votre rendez-vous régional. Dimanche en politique continue tout de suite après le Flash Info avec Francis Letellier. Bonne journée à tous et bon dimanche.